Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur Easy Training pour une nouvelle vidéo didactique très intéressante où on va parler en effet de Shadow Container. Alors, aujourd'hui, vous allez découvrir quelque chose que je pense vous ne saviez sûrement pas. Moi-même, il y a de cela quelques semaines, je ne savais pas exactement de quoi il s'agit. Donc, je vous conseille de vous accrocher parce qu'en effet, il y a pas mal de choses que vous allez découvrir dans cette vidéo. Si c'est la première fois que vous écoutez une de nos vidéos, les amis, je suis Diran Tafen, formateur passionné dans le domaine du cloud, du DevOps, mais également en business, où j'accompagne les freelances à trouver des missions, mais également aux personnes qui sont en CDI à se lancer dans le freelance. Donc, si l'un de ces trois sujets t'intéresse, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube, mais également d'activer la cloche de notification pour être informé de nos nouvelles vidéos. Ceci étant dit, les amis, nous allons maintenant parler de Shadow Container. J'ai animé il y a de cela quelques semaines une formation en entreprise sur Kubernetes. Et l'un des apprenants, il m'a posé la question, mais Diran, j'ai déployé un pod, mais pourquoi lorsque je fais Docker PS, je vois deux conteneurs? Ça n'a pas de sens, parce que dans mon manifeste, j'ai précisé que je veux qu'un seul conteneur. Pourquoi est-ce que j'en ai deux? Et en effet, ça a attiré mon attention et ça m'a permis de mieux comprendre ce que Kubernetes fait. Alors, nous allons prendre un cas assez général. Lorsque vous souhaitez déployer une application sur Kubernetes, l'objet utilisé, c'est un pod. Ça, c'est connu. Et il peut contenir un ou plusieurs conteneurs. On va prendre le cas où, en effet, vous avez deux conteneurs. Donc là, vous avez par exemple le conteneur qui permet de gérer la partie, on va dire quoi? On va dire la partie app, allez, app, l'application. Et l'autre conteneur permet de gérer l'aspect monitoring. Allez, monitoring. Donc, il monitore l'application et il envoie les métriques, par exemple, sur un serveur central. Voilà. Bien. Alors, pour que cette application fonctionne, il faut, première chose, qu'ils aient un même espace de stockage. Ensuite, qu'ils aient un même espace réseau. C'est-à-dire qu'ils puissent répondre à l'IP du pod. Donc, si j'attaque le pod, globalement, et que là, par exemple, l'application écoute sur le 80, et le monitoring, il écoute, par exemple, sur le 80-80, lui, il peut appeler celui-ci localhost, et lui, il contacte celui-ci en l'appelant localhost. Donc, il y a deux niveaux. Un, il y a la partie stockage, et deux, il y a la partie réseau. Ça, c'est ce qui se passe, en effet, dans un pod. Lorsque vous souhaitez supprimer un pod, donc vous faites un RM d'un pod, ce qui se passe avec les conteneurs, c'est qu'on killait simplement le processus qui a le PID 1 dans le conteneur. Mais sauf qu'avec un pod, on a plusieurs pods. On a plusieurs pods. Ah, dans un pod, pardon, on a plusieurs conteneurs. Dans un même pod, on a plusieurs conteneurs. Ça veut dire qu'on a trois problématiques qui nous sont posées, les amis. Bon, je vais prendre le rouge, parce que c'est grave. On a la première question, comment est-ce qu'il fait en effet pour permettre aux deux conteneurs d'avoir un même espace réseau? C'est-à-dire, tout le monde ici est dans un soi-disant localhost et répond à l'IP du pod. Comment est-ce que cela est fait? Deuxième question, comment est-ce qu'ils font pour partager le même espace de stockage? Comment est-ce qu'ils font? Et troisième question, quand on kill, comment est-ce qu'il fait pour supprimer l'ensemble des conteneurs? Parce qu'on sait en effet que lorsqu'on supprime un conteneur, on existe le PID 1. Du coup, quand on supprime le pod, qu'est-ce qui se passe donc exactement? Il vient faire un kill de chacun. Parce que si en effet il doit killer chacun, ça voudrait dire que la commande RM de Kubernetes est dépendante du conteneur engine qu'on utilise. Or, ça, on sait bien que c'est faux. Kubernetes ne dépend pas d'un conteneur engine. L'intelligence de Kubernetes intervient à ce niveau-ci. Qu'est-ce qu'il fait exactement pour comprendre
ce mécanisme-là. Ce qu'il fait, c'est qu'il va créer un conteneur shadow, un conteneur caché, qui lui sera essentiellement en pause. Il utilisera une image fournie en effet par Google, où le entry point c'est pause, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui sera en effet responsable. Je vais le mettre plutôt de l'autre côté, pour que vous compreniez bien. Voilà, je vais le mettre ici. C'est lui qui sera donc responsable, dans un premier temps, de gérer la partie réseau, c'est-à-dire de connecter le pod au réseau, donc les conteneurs au réseau. Il sera également responsable de gérer toute la partie stockage de ce pod-là. C'est en effet pour ça qu'il va donc partager, quand vous utilisez la notion de volume, vous pourrez donc partager les données entre celui-ci et celui-ci pour pouvoir, par exemple, récupérer les informations liées au monitoring et les envoyer. Et troisième élément, c'est lui qui va donc se charger de killer les conteneurs. Quand vous faites un remove pod tente de supprimer celui-ci. Et donc lui, vous savez que sur Linux, dès que vous avez supprimé le processus de PID 1, les autres tombent comme des mouches. Ça veut dire que lorsque vous lancez un pod sur Kubernetes, il lance d'abord celui-ci. C'est lui qui va en effet préparer le terrain. Il va dire, OK, quelle est l'IP? Très bien, c'est moi qui gère la connectivité réseau. Ensuite, c'est moi qui gère tout l'espace de nom. Ensuite, c'est moi qui vais gérer la partie RM si éventuellement je dois killer ces éléments-ci. Donc, lorsqu'on a regardé de façon très attentive donc, le comportement de Kubernetes, on s'est rendu compte qu'on avait en effet ce conteneur qui était toujours présent et qui lançait tout simplement la commande pause. Et si Kubernetes veut supprimer, c'est en fait lui qui a le PID 1 de ce pod-ci et pas ces conteneurs-ci. C'est pour ça que dès que vous faites RM, on le kill et ceux-ci sont killés parce qu'ils sont enfants de celui-ci. C'est un concept qui peut paraître très abstrait et très compliqué, mais je pense que c'est important de le comprendre. Parce que souvent, vous allez peut-être intervenir lors des entretiens d'embauche. Vous serez par exemple audité. Et moi, c'est une question que je prépare aux candidats lorsque je vais les avoir en entretien. Pourquoi est-ce qu'on a un conteneur qui est toujours là lorsqu'on déploie un pod? Si la personne ne comprend pas comment est-ce que le pod fonctionne, il ne pourra pas répondre à cette question. Donc, ne vous limitez pas juste à déployer les pods. Posez-vous la question. Et si vous avez d'autres questions que vous posez sur Kubernetes, mettez-les en commentaire. Si je n'ai pas encore la réponse, je ferai des recherches. Comme ici, par exemple, j'ai fait la recherche pour retrouver ce conteneur-ci et voir en effet exactement ce qu'il fait. Et c'est lui qui permet en fait de gérer toute la connectivité réseau de vos conteneurs par rapport à l'IP du pod. Donc, mapper l'IP du pod à vos conteneurs. Ainsi, quand vous attaquez sur le 80, il envoie ici. Vous attaquez sur le 80-80, il envoie ici. Donc, c'est un conteneur extrêmement important. Alors, bien évidemment, c'est une notion avancée, mais si vous êtes débutant, je vous conseille de suivre la deuxième partie de cette vidéo. Pour ceux qui débutent et qui partent de zéro, nous organisons un bootcamp DevOps au mois de mars 2021 où en effet on va former environ 10 personnes pendant 3 mois au métier du DevOps. Premier mois en effet on débute avec les microservices Docker Kubernetes. Ensuite deuxième mois on commence à mettre en place des pipelines de base en mode CI/CD avec Jenkins et GitLab CI. Et le dernier mois on réalise les déploiements à l'échelle avec notre cher ami Ansible et Terraform pour la partie cloud. Donc, si vous êtes intéressé, et pour débuter vraiment de façon basique dans le cloud, dans le DevOps, parce que nous on part vraiment de zéro. Donc, c'est très important, en effet, si vous voulez vous lancer dans le DevOps, de suivre ce genre de formation, parce qu'en effet, on part au niveau des bases, et au fur et à mesure, on vous fait découvrir l'univers DevOps et vous avez énormément de mini-projets qui meublent ces 3 mois. Dépendant du moment où vous allez regarder cette vidéo, potentiellement, on aura déjà traversé peut-être mars, mais on réalise des formations chaque 2 mois. Donc, suivez-nous juste sur les réseaux sociaux et vous verrez potentiellement la prochaine promotion. Donc là, si c'est mars, ça veut dire que la prochaine, c'est mai.
Donc, si vous avez des questions, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. On prend le temps de répondre à vos questions. Et si ça nécessite l'enregistrement d'une nouvelle vidéo, bon, on n'y manquera pas. C'était Diran Tafel, votre formateur passionné. À très bientôt.